face à Mahmoudou Ibra Kane. Ce dimanche, le grand jury reçoit le secrétaire général de la Ligue démocratique. Au menu, les élections locales du 29 juin 2014, Benno Bokk Yakaar et bien sûr les 2 ans de Macky Sall au pouvoir. Grand jury dimanche 23 juin de 11h à 12h. Mamadou Ndoye, le secrétaire général de la LD, sur la radio de toute l'actualité. C'est avec Mahmoudou Ibra Kane. Mamadou Ndoye, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amis auditeurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand jury, votre émission, a le plaisir de recevoir le secrétaire général de la Ligue démocratique. Mamadou Ndoye est également ancien ministre. Vous avez occupé précisément dans le gouvernement du président Abdou Diouf les fonctions de ministre de l'alphabétisation et des langues nationales, puis de ministre de l'éducation de base et de la promotion des langues nationales. Vous avez également un passé syndicaliste pour avoir dirigé le Sud-Est, ensuite l'UDEN, et avez été le vice-président coordonnateur du bureau régional de la Fédération internationale des syndicats d'enseignants. Vous avez pris part activement aux fameux États généraux de l'éducation de 1981. Au plan international, Mamadou Ndoye, vous avez été responsable à la Banque mondiale de l'initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique et secrétaire exécutif de l'ADEA, Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Première question, depuis bientôt 2 ans, juillet 2013 pour être plus précis, vous dirigez la LD en remplacement d'Abdoulaye Bathily. La tâche est-elle aisée de succéder à un homme politique comme le professeur Bathily qui a dirigé votre parti pendant près de 30 ans? Oui, je dois dire que d'abord, je n'ai pas encore bouclé l'année, puisque c'était juillet 2013, en juillet 2014, j'aurai 1 an à la direction du parti. Autant pour moi. Bon, ensuite, il faut dire que notre parti a cette particularité de ne pas se focaliser sur les individus. Abdoulaye Bathily comme Mamadou Ndoye, ils sont des militants de la Ligue démocratique, et en tant que militants de la Ligue démocratique, ils doivent exprimer, représenter au mieux possible ce que pense le parti, quelle est l'opinion des militants, quel est leur engagement, comment ils voient le Sénégal et comment ils comptent transformer le Sénégal. C'est que nous essayons de représenter et d'exprimer le mieux. Beaucoup d'observateurs avaient pensé qu'après le départ d'Abdoulaye Bathily, on aurait un secrétaire général de la LD beaucoup plus jeune. Vous avez aujourd'hui près de 70 ans. Pourquoi il n'y a pas eu ce saut générationnel? L'histoire d'un parti est toujours spécifique. Il est clair que si la transition avait été assurée normalement, comme vous le dites, nous aurions aujourd'hui un jeune à la tête du parti. Et malheureusement, notre parti ne s'était pas encore suffisamment préparé pour assurer cette transition. C'est souvent la chanson qui est donnée pour bloquer les jeunes. Non. Je crois que ça, c'est des histoires où les gens ont besoin de pouvoir. Dans notre parti, il n'y a pas de jeu de pouvoir. On n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui... Il n'y a pas de jeunes lourds dans l'angle. Oui, non, c'est possible. Mais secrétaire général de la Ligue démocratique, tout le monde sait que c'est plus une charge qu'un privilège. Et par conséquent, il n'y a pas de bataille de positionnement autour de la direction du parti. Parce que tout le monde sait que c'est un sacerdoce. C'est pas un privilège. Que dites-vous aux jeunes, là? Aux jeunes de la LD qui ont l'ambition de diriger le parti? Les jeunes de la LD doivent avoir certainement l'ambition de servir, parce que cette ambition n'est pas une ambition de se servir, mais une ambition de servir. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre génération va partir. Et il faut que la génération qui suit se prépare à prendre le relais. Et ce que je peux leur donner à ce moment, c'est de dire que la confiance qui est placée toujours aux dirigeants de la Ligue démocratique repose sur des bases de confiance militante. C'est-à-dire quel est le niveau d'engagement, quel est l'esprit de sacrifice, de dévouement à la chose collective. Lorsqu'on fait la démonstration de tout cela, il est clair que la confiance collective de la Ligue démocratique peut aller vers un jeune. Vous êtes un secrétaire général de transition? Bien entendu. De combien de temps? De combien de temps, je ne peux pas le dire moi-même, mais c'est le plus court, c'est le mieux pour moi. Le plus court, c'est le mieux pour moi.
Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'aurais plutôt un autre type de militantisme à faire que celui-là. Et donc, le plus court, c'est le mieux pour moi. Le plus court, avant 2017, pour un peu relayer la position d'un parti qui est un parti allié, l'AFP, qui a dit que cet AFP-là ne va pas présenter de candidat en 2017. Une position exprimée par le bureau politique de ce parti. Est-ce que ça vous lie en tant que Ligue démocratique? Non, nous n'avons rien à voir avec de telles positions. Nous, notre parti est clair sur ce sujet. D'abord, 2017 n'est pas encore à l'ordre du jour dans notre parti. Nous pensons aujourd'hui que l'alternance qui vient de se passer au Sénégal, c'est-à-dire il y a seulement 2 ans, nous devons aujourd'hui, au sein de la majorité, œuvrer de toutes nos forces pour que cette alternance soit un succès. Et lorsqu'au bout ce sera un succès, on posera le problème de 2017. Mais se mettre maintenant, alors qu'on a fait 2 ans et qu'il nous reste 3 ans à faire, à débattre de la candidature de 2017 au lieu de se focaliser sur les aspirations des Sénégalais au regard de l'alternance qu'ils ont réussi, je trouve que ce n'est pas adéquat. C'est un débat prématuré? À mon avis, c'est clair que c'est prématuré et qu'il nous faut plutôt nous concentrer aujourd'hui sur le travail. Pourtant, des voix s'élèvent au sein du parti présidentiel, l'AFP. Je reprends la déclaration de Moustapha Cissé Lo qui a dit « Mais les autres alliés doivent aussi s'exprimer clairement comme l'a fait l'AFP ou alors partir tout simplement. » Vous savez, il y a tellement de déclarations politiciennes dans notre pays que ça nous empêche aujourd'hui de nous pencher sur l'essentiel. Je trouve que c'est une déclaration tout à fait politicienne qui n'a rien à voir avec la réalité du pays telle qu'elle se présente aujourd'hui. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on va s'aligner sur tel ou tel. La question qui devrait être celle de la majorité, c'est comment réussir le programme économique, social, culturel, comment réussir la paix en Casamance, comment relever les défis actuels de la situation. C'est sur ce sur quoi nous nous penchons actuellement, mais pas sur 2017. 2017 viendra quand même forcément, élection présidentielle bien entendu, avec le président Macky Sall qui est déjà candidat. Si on entend certains responsables de son parti s'exprimer, lui-même ne l'exclut pas. Moi, je ne l'ai pas entendu parler de sa candidature, mais même s'il en parlait, pour nous, ce n'est pas le moment d'en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire là, au sein de votre coalition? Quel est aujourd'hui le défi? La coalition a été élue, je veux dire, le président a été élu sur la base d'aspirations sénégalaises. Et ces aspirations étaient des aspirations de rupture. Parce que les Sénégalais ont rejeté un régime qui était en place, avec ce que ce régime avait comme implication dans sa façon de gérer l'État, dans sa façon de conduire l'économie, dans sa façon d'assurer le programme social qui devrait alléger les souffrances des populations. Et c'est à partir de cette aspiration qu'on a dégagé un pouvoir pour en mettre un autre, en pensant que ce pouvoir allait maintenant s'engager pleinement dans ce qui constitue les préoccupations des Sénégalais. Si au lieu de s'occuper de ces préoccupations qui ont pour nom les questions d'alimentation, qui sont des questions aujourd'hui cruciales pour certaines populations, qui ont pour nom des questions de logement, qui ont pour nom des questions de santé, des questions d'éducation des enfants, etc. Si ces questions-là ne sont pas aujourd'hui au centre des préoccupations de la majorité, je trouve que la majorité est en train de déplacer son véritable rôle. Justement, Mamadou Ndoye, invité du grand jury, vous êtes le secrétaire général de la Ligue démocratique. On est à l'an 2 de l'élection du président Macky Sall, le 25 mars, dans 2 jours. En termes de bilan, la rupture prônée par rapport aux pratiques de l'ancien régime auquel vous faites allusion, cette rupture a-t-elle été au rendez-vous? Est-elle au rendez-vous? Oui, je commencerai par d'abord essayer d'identifier un peu les points de rupture. Je trouve que le premier point de rupture, c'est que les Sénégalais ne voulaient plus d'un certain présidentialisme, c'est-à-dire un exercice monarchique du pouvoir, où le président de la République est capable de déclarer publiquement « je peux faire tout ce que je veux
et je n'ai pas d'obligation à rendre compte à qui que ce soit. Ce type d'exercice du pouvoir, les Sénégalais l'ont rejeté. Également, les Sénégalais ont rejeté le mode de gouvernance qui a prévalu pendant plusieurs années, où la question de la transparence, la question de la redevabilité, les marchés de gré à gré qui foisonnaient, la corruption qui était partout, dans tous les cercles du pouvoir, les Sénégalais l'ont rejeté. La question des surfacturations, les Sénégalais l'ont rejeté. La politique économique anarchique qui pouvait aller dans tous les sens sans qu'on mesure quelle est la cohérence des différentes actions qui sont entreprises et dans quelle vision ça s'intègre. Tout cela, les Sénégalais l'ont rejeté. Maintenant, est-ce qu'il y a rupture? Eh bien, c'est ce que nous espérons. Quand nous avons vu le président Macky Sall déclarer dès le début que la patrie passe avant le parti, nous avons dit, voilà enfin la fin du clientélisme politique au niveau de l'exercice du pouvoir d'État. Lorsque le président Macky Sall a dit une gestion sobre et vertueuse, nous avons dit, voilà aujourd'hui la volonté de s'engager dans un équilibre macroéconomique, dans l'efficacité des dépenses publiques et dans la réduction des gaspillages au niveau de l'État. Lorsque le président Macky Sall s'est engagé en disant « je vais aujourd'hui diminuer les impôts sur le revenu », nous avons dit voilà un président de la République qui est en train de voir comment alléger les charges au niveau des travailleurs et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Lorsque le président Macky Sall a dit « je vais faire maintenant la couverture universelle maladie », nous avons dit voilà quelqu'un qui s'occupe enfin des pauvres qui ont des problèmes. Donc là, des discours, les actes posés, est-ce qu'ils sonnent une véritable rupture? Je prends l'exemple du clientélisme politique. A-t-il cessé? Moi, je ne pense pas, d'après ce que j'observe, que le clientélisme politique, nous avons rompu avec. Puisqu'aujourd'hui, des questions qui sont des questions clés pour le développement économique du Sénégal, par exemple, comment aujourd'hui appuyer le développement des petites et moyennes entreprises. C'est une question clé de développement pour le Sénégal. Et lorsqu'on met des fonds en place pour appuyer ces PME et leur permettre de contribuer à l'accélération économique au Sénégal, je me dis que les responsables de ces fonds, on va les choisir essentiellement à partir de critères professionnels, des critères d'efficacité économique, mais qu'on ne va pas les choisir à partir d'appartenance politique. Et c'est ce qui se fait, à votre avis? À mon avis, je vois certains de ces responsables se comporter peut-être pire que pendant le règne de Wade. Je les vois distribuer de l'argent du point de vue politique comme si aujourd'hui ils étaient devenus de nouveaux riches comme faisait l'ancien régime. Alors, Monsieur Mamadou Ndoye, vous disiez que la mission du pouvoir actuel, c'était de poser des actes de rupture par rapport à certaines pratiques. Je donne un autre exemple. Sur la question foncière, l'actualité nous enseigne que une partie de la corniche a été octroyée à un pays, on peut le nommer, c'est la Turquie, qui doit y construire une nouvelle ambassade. La ville de Dakar n'est pas du tout dans le coup, permis de construire octroyé par le gouvernement, et il y a une justification qui est avancée, consistant à dire mais le permis avait été déjà accordé par l'ancien régime. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? D'abord deux choses, quand même je distingue cette affaire des affaires qu'on avait sous le régime de Wade. Parce que sous le régime de Wade, c'était l'affairisme qui était derrière. Ce n'était pas de donner à une ambassade, mais c'était l'affairisme. Ici, il n'est pas question d'affairisme. Il est question évidemment de relations diplomatiques. Mais même avec des relations diplomatiques, je trouve que le gouvernement a l'obligation de respecter la loi telle qu'elle est.
Cette loi, je ne la connais pas pour pouvoir faire des commentaires là-dessus. Mais si la loi dit qu'il faut une autorisation de la ville de Dakar, le gouvernement a l'obligation de respecter cela. Vous êtes censé le savoir. Mais je ne le sais pas. Franchement, je ne le sais pas. Je ne connais pas la loi qui protège le domaine maritime. Je la connais pas. Mais vous savez bien que le domaine maritime est protégé. Mais il n'y a pas de doute. Quand on érige aujourd'hui... Il n'y a pas de doute que je sais cela. Une infrastructure de ce type, sans nous focaliser trop sur le pays, parce que ça aurait pu être un autre pays, est-ce normal d'implanter là cette infrastructure? Non, je connais bien la loi sur le domaine maritime. Ce que je ne connais pas, c'est la procédure. Par quelle procédure le gouvernement doit passer? Est-ce que le gouvernement est obligé de passer par un permis de la mairie de la ville de Dakar ou pas? C'est ça que je ne sais pas. Mais je dis, si c'est le cas, le gouvernement doit respecter la loi. Le gouvernement n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. Que faut-il faire aujourd'hui? Laisser quand même cette infrastructure se construire et ne peut, avec quand même le droit des Dakarois aussi d'accéder à la mer. Si vous m'interrogez au-delà des questions de légalité, ma position elle est très claire sur ce plan-là. On doit laisser l'accès de la mer ouvert aux citoyens. Et le fait de fermer la mer aux citoyens, dans tous les cas, n'est pas une bonne chose. Alors, les masses laborieuses, pour reprendre un peu ce terme cher au marxisme-léninisme, dont vous êtes un adepte en tant que Ligue démocratique, qui est un parti d'inspiration communiste, socialiste, est-ce que les masses laborieuses sont aujourd'hui mieux traitées? Bon, d'abord, je rectifie. C'est vrai que notre parti est né en tant que parti marxiste-léniniste, mais notre parti a beaucoup évolué. Et aujourd'hui... Il est devenu libéral? Il n'est pas devenu libéral, mais il y a dedans des gens qui pensent évidemment comme par le passé, c'est-à-dire qui restent des marxistes-léninistes. Il y en a d'autres qui sont plus proches de la social-démocratie aujourd'hui, et il y a d'autres qui sont des honnêtes hommes tout simplement. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Mais ça veut dire que éthiquement et moralement, ils sont attachés à la patrie. Et ce sont des hommes qui sont engagés simplement pour le devenir du Sénégal. Très bien. Et qui n'ont pas ces références idéologiques. Nous en avons dans notre parti. Mais les masses laborieuses quand même sont toujours là. Elles n'ont pas changé. Oui, disons le peuple de manière générale. Nous ne distinguons pas les masses laborieuses du peuple. Le peuple aujourd'hui au Sénégal n'est pas sorti de la souffrance. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour une raison très simple. C'est que nous héritons d'une situation fortement handicapante. Ce que je veux dire, si vous voyez, entre 1996 et 2005, nous avions commencé un peu à respirer. Pour une raison très simple, c'est qu'on avait un taux de croissance économique de 5,6% qui permettait d'augmenter un peu la prospérité du pays par rapport à un taux de croissance démographique de 2,7. Donc notre taux de croissance économique était bien au-dessus du taux de croissance démographique. Aujourd'hui, depuis 2006, nous avons commencé à chuter. Nous sommes partis de 5,6 à 2,5 de taux de croissance en 2006. Et depuis, nous sommes dans une croissance erratique au Sénégal. Ce qui veut dire que notre situation économique ne s'améliore pas sensiblement au Sénégal. Et quand on regarde aussi le taux de pauvreté, on a gagné pratiquement moins de 2 points entre 2006 et aujourd'hui. Moins de 2 points sur la pauvreté. Ça veut dire que le Sénégal est un pays qui continue à souffrir. Tout à l'heure, vous parliez quand même de la baisse sur les revenus pour l'impôt sur les revenus pour les salariés. Il y a eu entre-temps aussi cette baisse sur les prix du loyer. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'actes concrets posés quand même par le gouvernement? Il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'actes qui allègent la souffrance des plus pauvres. Lorsqu'on essaie de bloquer les prix, ça allège la souffrance des plus pauvres. Lorsqu'on baisse le loyer, ça allège la souffrance des plus pauvres. Lorsqu'on
on enlève l'impôt sur le revenu des travailleurs, c'est la même chose. Lorsqu'on fait l'assurance maladie, c'est aussi la même chose. Donc il y a des actes qui sont posés pour alléger la souffrance des peuples. Mais ça ne diminue pas notre taux de pauvreté. Notre taux de pauvreté va être diminué si l'accélération économique nous permet d'avoir une plus-value qui est mieux redistribuée au niveau des populations d'une part, et d'autre part que nous travaillons aujourd'hui à donner aux pauvres un accès à la terre, un accès au crédit, un accès au travail qui leur permettent de produire des revenus et de pouvoir en même temps contribuer à la croissance économique. À ce moment-là, nous lutterons réellement contre la pauvreté. Justement, l'ambition du plan Sénégal émergent présenté récemment au groupe consultatif de Paris avec les bailleurs de fonds, les partenaires financiers et techniques, comme on dit, qui ont accepté de s'engager pour de nouveaux financements à hauteur de 3 700 milliards de francs CFA. L'ambition du PSE est de porter ce taux de croissance à 7%. Est-il suffisamment ambitieux, ce taux de croissance à 7%? Il faut toujours comparer. C'est à partir des comparaisons qu'on peut essayer de répondre à votre question. Les 4 plus grandes économies de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est les 4 plus grandes économies. Aujourd'hui, pour aller à l'émergence, ces pays doivent accélérer leur développement économique. Le Nigeria tourne à peu près autour de 6-7 actuellement. Le Ghana est autour de 7-8. La Côte d'Ivoire tourne autour de 8 et même et quelquefois monter jusqu'à 9%. Et nous sommes à 3,4. Qu'est-ce que nous allons avoir? D'abord, il faut d'abord redresser, parce que nous sommes dans une économie en convalescence après le règne d'Abdoulaye Wade. Il ne faut pas oublier ça, comme je vous l'ai dit, la chute de 2006, nous n'en sommes pas revenus jusqu'ici. Nous avons même connu des pointes depuis en 2011, on était à 1,7 de taux de croissance, donc bien en dessous de la croissance démographique. Mais une économie sous Abdoulaye Wade qui a quand même construit beaucoup d'infrastructures. Les Sénégalais, interrogez-les, ont tendance à dire, mais l'économie tournait quand même avec le président Wade. Oui. Comment vous expliquez cela, ce ressenti des Sénégalais? Il y a eu 2 périodes. Il y a eu une première période, comme je l'ai expliqué, disons dans la période de Wade de 2000 jusqu'à 2005, on était à plus de 5% de taux de croissance. Et c'est vrai que donc l'économie sénégalaise connaissait une certaine prospérité. À partir de 2006, on a chuté. Mais avec un événement qui est intervenu et qui a fait que les Sénégalais n'ont pas tellement ressenti cela, c'est que l'allègement de la dette avec l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, nous a enlevé la moitié de notre dette. Et nous étions tombés jusqu'à 1200 milliards de dettes, alors que nous étions proches de 3000 milliards de dettes. Et donc, cet abaissement de la dette nous a donné du souffle en 2006. Mais ce souffle, Wade l'a utilisé pour endetter de nouveau le Sénégal parce qu'il a emprunté dans la période 2200 milliards qu'il a emprunté dans la période. Avec le PSO, on va également s'endetter. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a 1000 milliards sous forme de dons, mais il y a près de 3000 milliards, ce sera quand même des prêts concessionnels, c'est des dettes. Oui, je n'ai pas de problème avec l'endettement d'un pays. Pas avec l'endettement de Wade comme pas avec l'endettement de Macky Sall. J'ai des problèmes de savoir comment cette dette est utilisée. C'est ça, là où se trouve mon problème. Et quand vous voyez la période de Wade, bien qu'il y ait eu 2200 milliards de plus d'endettement à partir de 2006, là, cette période de 2006 jusqu'à ce qu'il quitte en 2012, nous avons été dans le creux de la vague en matière de croissance économique. Autrement dit, la dépense publique n'a pas été efficace au sens de relever le taux de croissance économique. C'est là où j'ai des problèmes avec la dette de Wade. Donc cette dette a servi, comme vous l'avez dit, à distribuer l'argent dans le pays,
et a montré qu'il y avait des richesses dans ce pays, alors qu'on n'en avait pas. C'est comme un père de famille qui s'endette pour faire la fête, au lieu d'investir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons eu avec Wade, et nous sommes en train maintenant de payer la manière dont Wade a utilisé l'endettement du pays. Un taux de croissance donc de 7%. Je faisais les comparaisons et j'ai dit que les pays avec lesquels on pouvait nous comparer ont pratiquement atteint déjà ces 7%, alors que nous... Et ça rapproche même d'une croissance à 2 chiffres. Oui, nous voulons le faire en 2018. Et donc, alors que ces pays ont déjà fait ça, ça veut dire que nous avons besoin encore d'accélérer notre marche. Notre marche n'est pas encore rapide, et si elle reste à ce niveau, nous n'avons pas d'espoir d'atteindre la convergence comme nous le souhaitons. Dans le cadrage en termes de priorité, les secteurs prioritaires identifiés dans le plan Sénégal émergent, il y a quand même, quoi que l'on dise, les infrastructures qui passent avant l'agriculture. Les infrastructures devant l'agriculture sont extrêmement importantes en ce qui concerne le développement économique. Je crois que personne ne peut nier que c'est une base pour le développement économique, parce que si on n'a pas les transports, même les biens que l'on produit risquent de rester sur place et de pourrir sur place. Donc c'est absolument indispensable de le faire. De même, les infrastructures, il y a la communication, la télécommunication, c'est indispensable pour le développement. L'énergie fait partie des infrastructures, quoi qu'on dise. Et ça fait partie, et c'est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir une énergie à coût acceptable et abondante pour pouvoir faire du développement économique, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes bien d'accord qu'on investisse dans les infrastructures, mais ça ne suffit pas. C'est comme aussi l'agriculture comme secteur. C'est bien de le faire. Mais si le secteur manufacturier n'intervient pas, nous ne pouvons pas faire la transformation structurelle. Parce que la transformation structurelle, c'est partir d'une économie à faible plus-value pour aller vers une économie à forte plus-value. Et ce qui se passe actuellement, cette transformation n'est possible que lorsqu'on passe d'une économie basée essentiellement sur les ressources naturelles pour aller vers une économie faisant la transformation efficace et efficiente des ressources qui sont produites. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la plus-value nationale, parce que la plus-value se trouve dans la transformation des ressources naturelles. Pas dans les ressources naturelles elles-mêmes, mais dans leur transformation. Et aujourd'hui, du point de vue de la politique, cette question centrale ne me semble pas être posée. Elle n'est pas posée. Ça ne semble pas être posé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, revoir déjà le plan Sénégal émergent? Vous savez, la formulation d'un plan tel que le plan Sénégal est une formulation continue. Ce que je veux dire, vous pouvez faire votre première formulation, vous commencez à discuter avec les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes intérieures ou extérieures, il y a des choses qui arrivent et vous êtes obligé d'ajuster. Vous commencez vous-même à exécuter, vous vous rendez compte de quelques obstacles et de quelques insuffisances, vous êtes obligé d'ajuster. Donc c'est une formulation continue, c'est un processus continu et il faut que le gouvernement le prenne comme tel. On ne peut pas au départ dire que mon projet, mon programme ou mon plan, il est parfait, je n'y touche plus. Ce qui est parfait, c'est les orientations de base. Il faut que les orientations de base restent, mais vous êtes obligé d'ajuster au fur et à mesure dans le temps. Alors, le choix de la Casamance comme fer de lance du PSE, le chef de l'État vient d'y séjourner. Parallèlement au processus de paix, il y a quand même une dimension économique de cette visite du président de la République. La Casamance. Disons que c'est un défi. C'est un défi. Ce n'était pas le plus facile. Le plus facile, normalement, dans ce qu'on peut appeler une expérience pilote, parce que quand on commence une expérience pilote, c'est pas d'aller commencer dans le lieu le plus difficile. Et choisissant de commencer par le lieu le plus difficile, le président a choisi le défi.
Et le défi pour le relever, ça va demander un engagement très fort, non seulement de lui-même en tant que leader politique, mais de toutes les parties prenantes, y compris le MFDC. Parce que si la paix ne règne pas en Casamance, il est clair qu'un programme de développement ne peut pas prospérer en Casamance. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État sur cette option? Je suis d'accord en tant que défi, mais lorsqu'on prend un défi de cette mesure, il faut aussi mobiliser les forces nécessaires. Je pense qu'aujourd'hui, en décidant de ce défi, le président aurait dû aussi avoir une consultation nationale sur cette question et avoir toutes les parties prenantes s'engager effectivement et prendre des rôles et des responsabilités pour que ce défi soit relevé par le pays dans son entier. Êtes-vous en train de dire que c'est un pari risqué? C'est un pari très risqué, mais on peut le gagner à condition que l'on crée les conditions et les facteurs de réussite. Et parmi ces conditions, en philosophant un peu, c'est le difficile qui est le chemin. De toute façon, on sera toujours dans le difficile, parce que les pays qui sont des pays sous-développés ont l'obligation de courir pendant que les autres pays sont en train de marcher, et par conséquent, ils sont toujours dans le difficile. Notre invité au grand jury de la RFM, Mamadou Ndoye, secrétaire général de la Ligue démocratique. Un mot, votre conviction, le PSE mènera-t-il le Sénégal à l'émergence? Il y a un leader politique qui vous a précédé devant ce micro, Abdoulaye Baldé, qui a dit le PSE ne conduira pas le Sénégal à l'émergence. C'est quoi votre conviction, vous? Vous savez, des convictions, on peut toujours en dire, mais moi, ce que je veux dire, c'est mon pari. Mon pari, c'est que le PSE réussisse. Parce que mon pari, c'est que cette deuxième alternance soit un succès. Et par conséquent, ce que je dis, c'est que nous devons essayer nous-mêmes, du point de vue de la détermination, du volontarisme du leadership politique, du point de vue de la mobilisation des forces politiques et sociales, essayer de créer les conditions de succès du PSE. Quelles que soient ces imperfections, nous devons travailler, y compris en le perfectionnant. La Banque mondiale, on va parler d'elle, elle est un des acteurs majeurs de nos économies et c'est elle-même qui a organisé, ou en tout cas à Paris, tout ce rassemblement autour du groupe consultatif. Les professeurs d'université sénégalais ont un salaire 5 fois supérieur à ceux de leurs collègues américains. Des propos tenus par des responsables de la Banque mondiale, un de ses vice-présidents, mais aussi la représentante résidente de la Banque mondiale au Sénégal. Vous avez été responsable à la Banque mondiale de l'initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique et dirigé l'association pour le développement de l'éducation en Afrique. Comment jugez-vous cette information véhiculée par ces responsables de la Banque mondiale pour aborder un autre gros thème, celui de l'éducation? Oui, je crois d'abord que c'est difficile de faire des comparaisons de cet ordre. Chaque pays paye ses enseignants en fonction de ses options. Il y a des pays, par exemple, comme la Finlande, qui ont décidé que les plus gros salariés en Finlande doivent être des enseignants. C'est une option de politique. Il y a d'autres pays qui ont dit non, nous ne pouvons pas, parce que compte tenu de la masse salariale que représentent les enseignants, qui sont généralement les effectifs les plus nombreux de la fonction publique, il y a un certain niveau de salaire que je ne peux pas payer, parce que si je le paye, tout le budget de l'éducation va dans des salaires, et si ça va dans les salaires, ça veut dire je ne peux plus construire des classes, je ne peux plus formuler des matériels didactiques, je ne peux plus construire de laboratoires, et aussi ça ne servira à rien, finalement, d'avoir payé de tels salaires. Donc, chaque pays a sa politique. Et par conséquent, c'est difficile de comparer un pays à un autre. Mais ce que je sais, c'est que c'est faux de dire que les salaires des enseignants sénégalais au niveau supérieur sont supérieurs à ceux des États-Unis. Ce qui est curieux quand même, c'est que ces informations ont été véhiculées sur la base, en tout cas d'après ces responsables de la Banque mondiale, d'une étude de l'OCDE. Je ne sais pas, je ne connais pas l'étude en question, mais ce que je peux dire clairement, et les salaires sont très différents selon les catégories d'enseignants aux États-Unis, mais un enseignant d'un certain niveau aux États-Unis peut gagner jusqu'à $10 000
Et je ne vois pas ici un professeur d'université qui gagne 5 millions. Ce qui veut dire que c'est même le contraire. Le contraire, c'est qu'un enseignant d'université aux États-Unis gagne plus de 5 fois plus qu'un enseignant au Sénégal. Et les universités américaines, d'ailleurs, on n'a pas les mêmes salaires selon les universités. Il y a des universités prestigieuses où les salaires sont beaucoup plus élevés que dans d'autres universités. Il n'y a pas d'harmonisation des salaires à ce niveau. Le SAES plutôt parle dans un communiqué de diffamation et d'attaques désastreuses et irresponsables et a saisi le président de la Banque mondiale. Une démarche que vous comprenez? Bon, moi je crois qu'on peut réagir en tant que syndicat et chaque syndicat... Vous avez été syndicaliste. Oui, chaque syndicat apprécie son contexte et réagit en conséquence. Moi, j'aurais tout simplement essayé de montrer à partir d'études montrant que ce qui est déclaré n'est pas vrai. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais réagi en tant que syndicaliste. J'aurais fait des études pour montrer clairement que ce qui a été déclaré n'est pas vrai. Mais en posant sur la table la question des salaires, on a même entendu le ministre de l'économie Amadou Ba quand même dire que la masse salariale est énorme. Est-ce que la Banque mondiale ne rappelle pas tout simplement que pour financer le PSE, il y a quand même des conditionnalités et pour ne pas dire des conditions? Je ne pense pas que ce soit lié à des conditionnalités. C'est des problèmes d'analyse simplement au niveau de l'éducation. Quand on analyse l'éducation, on regarde les coûts, on dit voilà nos objectifs, nous voulons par exemple massifier tel secteur. On vous dit si vous voulez massifier tel secteur, vous avez des choix à faire. Soit vous faites ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire mettre des effectifs impossibles pour un enseignant, soit vous êtes obligé de recruter plus d'enseignants, et si vous recrutez plus d'enseignants, vous avez une marge en matière de salaire beaucoup plus étroite que lorsque vous avez moins d'enseignants. Et donc, c'est des choix de politique. Et l'analyse essaie de vous montrer les choix de politique que vous avez lorsque vous avez des objectifs. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'étudiants dans votre pays, nous sommes autour de 6%, 7% aujourd'hui en matière de scolarisation, disons, supérieure pour cette classe d'âge, à peu près. Bon, dans les pays qui sont des pays développés, on aborde maintenant 60%, voire 70%. Ça veut dire que nous avons quelque chose à rattraper. Mais si nous avons quelque chose à rattraper au niveau de l'enseignement supérieur, la question est comment nous allons le faire? Est-ce que nous allons continuer à remplir des amphithéâtres et à les bonder? Ou bien est-ce que nous allons recruter beaucoup plus d'enseignants pour avoir des effectifs raisonnables? Et c'est comme cela que l'on raisonne de ce point de vue. C'est l'économie de l'éducation, ce n'est pas autre chose. Justement, après les États généraux de 81 et récemment la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, on va vers les assises nationales de l'éducation avec le professeur Abdou Salam Sall, cette fois-ci comme président du comité de pilotage. Quelle évaluation faites-vous finalement de toutes ces initiatives? Oui, je crois que d'abord, c'est bon, toujours en matière d'éducation, de consulter le plus largement possible. Parce que l'éducation est une responsabilité partagée. Et en tant que responsabilité partagée, on doit essayer de consulter toutes les parties prenantes dans l'élaboration d'une politique, dans la mise en œuvre, comme d'ailleurs dans la gestion, au niveau de la gouvernance du système. Il faut le faire. Et par conséquent, je ne peux saluer que cette volonté de consulter le plus largement possible. Maintenant, il y a évidemment, à mon avis, au moins deux choses qui sont importantes. La première, c'est que nous devons avoir une vision plus holistique du système, c'est-à-dire ne pas séparer le supérieur du reste du système. Il serait bon que la concertation, après peut-être les sous-systèmes qui vont se réaliser, avoir une vue plus globale du système. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi le diagnostic. Au niveau du supérieur, ils l'ont fait. Ils ont travaillé au niveau du diagnostic et ils ont essayé de repérer les problèmes principaux
qui se posaient au niveau de l'enseignement supérieur et essayer de voir à partir de ces problèmes principaux quelles sont les différentes options qui sont possibles et ainsi alimenter la consultation avec des données techniques et scientifiques permettant aux gens de se prononcer valablement. Et je crois qu'il sera important aussi, au niveau de ce qui se passe actuellement, d'avoir la même volonté de faire un diagnostic qui permet de voir quels sont les principaux défis qui se posent et quelles sont les différentes options possibles pour relever ces défis et de poser ça sur la table pour que le dialogue politique soit alimenté par des données techniques et scientifiques. Comment se porte justement le secteur de l'éducation au Sénégal? Je crois que insister beaucoup sur la nécessité de faire un diagnostic global. Je crois que d'abord, ce n'est pas un secret de polichinelle que de savoir que le système se porte mal. Et il se porte mal pourquoi? D'abord et avant tout parce qu'il est toujours dans une zone d'instabilité. Parce que la première chose, c'est d'abord que les étudiants apprennent et que les enseignants enseignent. C'est la première chose. Et cette première chose n'est pas garantie dans le système actuel. Le secteur est toujours perturbé par des mouvements et on n'arrive pas à avoir le temps d'enseignement et le temps d'apprentissage nécessaire pour réussir ce qui est au programme. Donc ça, c'est le premier problème à résoudre. Maintenant, le deuxième problème sera de se pencher sur les autres sources d'inefficacité du système. Un système où on abandonne trop, un système où on redouble trop, un système où on n'est pas sûr que la ressource est utilisée efficacement au service de la réussite des apprentissages. Un système où beaucoup de ceux qui entrent réussissent les apprentissages. Initiateur justement, quand vous étiez ministre de l'Éducation de base, du projet des volontaires de l'éducation avec ce qui s'en est suivi comme vocable, vacataire, maître contractuel, n'avez-vous pas aujourd'hui un problème de conscience ou des regrets? Pas du tout. Pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, je me trouvais moi devant une situation qui était plutôt inacceptable pour le Sénégal. Nous étions en 1990 à 58% de taux de scolarisation primaire. 91, 57%. 92, 56%. 93, 54%. Ça n'existe que dans les pays qui sont en conflit, qu'on voit un déclin de la scolarisation. Et pour nous, c'était quoi? On était dans un programme d'ajustement, et ce programme d'ajustement faisait que l'enveloppe salariale ne pouvait pas bouger. Et cette enveloppe nous permettait de recruter 560 instituteurs par an. Et sur ces 560, 250 étaient là pour remplacer les décédés et ceux qui sont partis à la retraite, etc. Donc il n'y avait plus que le reste. Et ce reste-là ne couvrait pas le taux de croissance démographique qui était à l'époque de 3,4. Et nous étions obligés donc de décliner. Et pourtant les parents construisaient plus de 700 classes par an. Et on ne pouvait pas mettre d'enseignants dans ces classes parce que l'enveloppe ne permet pas de recruter. Alors, conditionnalité de la Banque mondiale. Recruter, ne recrutez pas, c'est pas une question baisser la masse salariale. C'est-à-dire que c'était trop facile de mettre tout sur le compte de la Banque mondiale. Quand votre enveloppe budgétaire ne vous permet pas de recruter des enseignants, mettre ça simplement sur le compte de la Banque mondiale, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Voilà. Et donc, il y a ce problème-là qui était là. Et moi, ce que je me suis dit, et je le referai actuellement, c'est de dire, c'est inacceptable pour moi que la moitié des enfants sénégalais ne puissent pas aller à l'école faute d'enseignants. Alors que dans avec quel enseignant? Est-ce que le système n'a pas été dévoyé quand même? Attendez un peu. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Les gens au Sénégal aiment beaucoup ça. Mais je ne fais pas de la politique politicienne. Donc, mon grand souci, c'était d'abord cela.
est-ce qu'on va continuer à avoir plus de la moitié des enfants sénégalais qui ne vont pas à l'école? Parce que ce dont je parlais, c'est le taux brut de scolarisation. Si on était en taux net, on était encore à 10 points moins que cela. Donc, pour moi, c'est totalement inacceptable en termes de droits humains et en termes de développement économique et social, pour ces deux raisons. Et en même temps, ce pays a des gens qui avaient le niveau académique requis pour devenir enseignants. Parce qu'on parle des volontaires comme s'ils n'avaient pas le niveau académique requis. Ils avaient le niveau académique requis. À l'époque, pour devenir enseignant, il fallait avoir le BPC ou le BFM. C'est ce qu'il fallait avoir. Et cette exigence académique existait au niveau des volontaires. Il ne faut pas que les gens mettent dans la tête des gens que les volontaires n'avaient pas le niveau académique. Ils avaient le niveau académique des instituteurs fonctionnaires. Ils avaient le même niveau académique. Nous leur avons donné simplement un salaire, je ne l'appelais pas salaire à l'époque, moi, qui était moindre que celui des fonctionnaires, pour pouvoir en recruter plus, c'est-à-dire 1200 au lieu de 560. Et qu'est-ce qui a dévoyé le système entre-temps? Je ne sais pas. Nous étions très clairs sur le mode de sélection. Et nous étions si clairs que nous avons décidé que la sélection ne se ferait pas au niveau central. Nous avons délégué au département le recrutement. Et parce que aussi c'est une question d'équité. Dakar avait trop d'enseignants pendant que d'autres régions ou d'autres départements n'en avaient pas. Nous avons décidé que vous allez recruter au niveau local et vous allez garder vos enseignants. Et donc, avec les conditions qui sont les conditions de recrutement sur concours. Donc les meilleurs. Les quotas sont passés. Les politiciens ça sont mêlés jusqu'à qu'on retrouve dans le système des gens qui n'ont jamais été préparés à l'enseignement. Revenons aux questions politiques très rapidement, il reste 5 minutes. Les élections locales, comment la Ligue démocratique compte-t-elle aller vers ces élections qui vont se tenir le 29 juin? Maintenant, c'est officiel, c'est décidé. Le 29 juin prochain. Nous sommes préparés pour le 29 parce que nous, depuis le début, nous avons dit notre hypothèse n'est pas une hypothèse de report. Si le report se fait, c'est très bien, on n'avait pas de problème avec, mais si ça ne se fait pas aussi, on n'a pas de problème, nous travaillons sur l'hypothèse que c'est le 29. Donc nous nous préparons déjà dans ce sens et nous avions déjà lancé depuis notre bureau politique cette préparation. Aujourd'hui, les localités ont des réalités très différentes. Notre principe de base, et nous l'avons annoncé publiquement, c'est qu'il faut tout faire partout pour avoir des listes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour 2 raisons. Première raison, parce qu'il faut être cohérent par rapport à notre démarche qui a été existée jusqu'ici. Deuxième raison, c'est qu'il faut créer les conditions d'une victoire. Et pour ces 2 raisons, nous sommes pour cela. Il y a des localités où cette coalition risque de ne pas être possible. Dans ce cas-là, nous travaillons avec ceux qui veulent travailler avec nous ou nous présentons des listes seules. Donc tous ces cas de figure sont aujourd'hui envisagés. Est-ce que pour les locales, il ne fallait pas laisser quand même que chaque parti, pour qu'une fois ces partis-là, qu'on sache réellement ce qu'ils pèsent? Oui, mais je les crois fameux partis Yobalema ou cabines téléphoniques. Dans la réalité, on sait ce que pèse chaque parti dans ce pays. Enfin, les principaux partis, au moins, ont une fois participé à des élections tout seuls. Les principaux partis. Il n'y a pas, parmi les principaux partis, un seul qui n'ait pas été en élection tout seul. Nous avons été en élection tout seul. Nous avons été aux législatives tout seuls, à l'époque, et nous avions eu, à l'époque, 3 députés tout seuls. Donc, je crois qu'on connaît le poids de chaque parti au Sénégal. Mais peut-être que les élections aussi, parce qu'il n'est pas évident du tout que nous allons nous entendre dans les coalitions. Parce que pour nous, par exemple, à la Ligue démocratique, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à accepter des dictats au niveau des listes. Le mode de scrutin choisi que les conseils municipaux des villes émanent justement du choix des conseillers au niveau des communes d'arrondissement. Est-ce que c'est un mode qui vous agrée?
Oui, on n'a pas de problème avec ça. Nous, notre seul problème, c'est qu'une autre autorité qui ne soit pas élue, dans le cadre de ces élections locales, décide de la représentation au niveau de la ville. Mais si la représentation au niveau de la ville, c'est les élus même qui en décident, nous n'avons pas de problème avec ça. Pourtant, beaucoup de gens pensent que c'est pour écarter certains adversaires qui pourraient être gênants. Si on prend l'exemple de la capitale avec Khalifa Sall, maire de Dakar, c'est d'ailleurs qu'un des responsables de votre parti, Cheikh Gueye, est le premier adjoint de Khalifa Sall. Oui, c'est dommage que on parle d'institutions, on parle de modalités démocratiques et que derrière on ait toutes ces visées. Je dis c'est dommage. Oui, mais quand ça concerne de grandes villes quand même, comme Saint-Louis, comme Thiès, comme Dakar et autres, il y a lieu de s'interroger, non? Et c'est pas ça qui sème aujourd'hui le doute et le trouble. En tout cas, nous ne sommes pas très, disons, d'accord avec ce fait de vouloir affaiblir la ville en tant que telle. Pour nous, la ville, dans les grandes agglomérations, doit rester un lieu de coordination, de régulation, de synergie, de mutualisation des ressources pour que l'impact de la ville dans les questions qui sont transférées soit significatif. Mais si on dilue les responsabilités, on dilue les ressources, on les parcellise de façon telle que ça n'a plus d'impact sur les compétences qui ont été transférées, ça risque évidemment de créer des problèmes. Faut-il soutenir Khalifa Sall au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar pour un second mandat? Vous voyez, Khalifa Sall, le Parti Socialiste, ce sont nos alliés, comme l'AFP et le reste. Et aujourd'hui, compte tenu en tout cas du bilan, nous, de Khalifa Sall, parce que nous nous posons en termes de bilan, ce que le Khalifa Sall a apporté à Dakar est quelque chose de tout à fait appréciable. Et par conséquent, si demain, notre parti était placé devant la responsabilité de soutenir, certainement nous allons soutenir Khalifa Sall. C'est votre candidat? Nous allons le soutenir. Merci Mamadou Ndoye, secrétaire général de la Ligue démocratique, ancien ministre de l'éducation de base et des langues nationales. Merci d'être revenu à l'émission le Grand Jury. Merci. Vous étiez là avant votre élection comme secrétaire général de votre parti. Émission présentée avec un immense plaisir, comme toujours, par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, Mamadou Vincent Diop. Dans un instant, le journal de midi, Ismaël Kamara.